Bonjour Mélanie Joly. Bonjour Antoine. Ministre canadienne des Affaires étrangères, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur TV5 Monde. Je sais que vous avez un emploi du temps particulièrement chargé et pour cause, le 18e sommet de la francophonie, ça y est, a commencé ce samedi matin ici à Djerba en Tunisie. Qu'attendez-vous de ce sommet, Mélanie Joly? Que ce soit un succès. C'est important que ce soit un succès. Pourquoi? Parce que ça fait Qu'est-ce qui ferait de ce 4 ans. sommet un succès? Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de sommet de la francophonie. On se réunit au moment où il y a des défis géopolitiques importants. Et puis, on doit être capable, entre États membres, d'aborder ces sujets-là, certainement l'Ukraine et les conséquences géopolitiques internationales de l'Ukraine, en particulier avec nos partenaires africains, des conséquences sur la sécurité alimentaire. Donc, c'est le premier sujet. Bien entendu, aussi pour nous, c'est important qu'on réaffirme l'importance de la protection et de la promotion de la langue française, parce que la francophonie, au départ, elle est liée à cette protection et cette promotion-là de la langue qui, pour nous, en Amérique du Nord, est fondamentale. Parce que c'est un défi existentiel pour nous de la protéger. Ça fait partie de notre contrat social au Canada, d'avoir une francophonie canadienne forte. Et également, ça fait partie du fait qu'on maintienne une unité nationale forte aussi. On va parler de la langue française dans quelques instants. Un mot encore sur le sommet, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre canadien qui dirige la délégation canadienne ici à Djerba. On l'a vu ce matin saluer Kaïs Saïed, le président tunisien, et Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF. Cette image peut surprendre, ou en tout cas a pu surprendre, tant ces derniers mois, le chef du gouvernement canadien a hésité à venir ici en Tunisie, compte tenu de la situation politique de la Tunisie. Certains ont parlé de dérive autoritaire ici en Tunisie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait finalement que Justin Trudeau se trouve aujourd'hui à Djerba? Parce qu'on veut, bien entendu, réaffirmer pour nous l'importance de la francophonie. Comme je le disais, pour nous, c'est important qu'il y ait un succès ici au sommet de la francophonie. Comme vous le savez, le Canada est un des cofondateurs de la francophonie. On veut réaffirmer aussi notre appui à la secrétaire générale qui fait du bon boulot, qui n'a pas terminé sa réforme, mais qui a mis en place a pris de bonnes décisions et a mis en place plusieurs directions qui font en sorte que la francophonie s'en vient plus efficace et plus ciblée. En même temps, au niveau de la relation bilatérale avec la Tunisie, pour nous, on veut bien entendu maintenir cette relation-là. Elle est importante pour le Canada, mais on a des préoccupations au niveau de la démocratie, on a des préoccupations au niveau du respect des droits des femmes, et bien entendu, on va les soulever. Et je les ai soulevées moi-même avec mon homologue tunisien lors de notre bilatéral. Vous parliez de Louise Mouchikiwabo, du soutien que vous lui apportez. Est-ce que vous voterez en faveur du renouvellement de son mandat? Elle est candidate à un nouveau mandat? Oui, bien entendu, le Canada va soutenir le renouvellement du mandat de la secrétaire générale. Qu'est-ce que représente le français pour vous, Mélanie Joly, la langue française? Pour moi, personnellement, oui. Ça fait partie de mon identité. Ça fait partie, en fait, de mon engagement politique également. Pendant des années, j'ai eu le dossier des langues officielles au Canada. J'étais en charge aussi, en 2018, en tant que ministre de la francophonie, d'assurer la présence du Canada et son leadership au sommet à Erevan. Donc, c'est un des socles de ce pourquoi je fais de la politique. Compte tenu de ce que vous dites, je suis curieux d'avoir votre réaction aux chiffres que je vais vous donner. Le sommet de la francophonie, on le sait, c'est aussi l'occasion de faire le point, le bilan sur la santé de la langue française dans le monde. Au Canada, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est très bonne, cette santé. En proportion, le poids du français a baissé dans le pays. Elle était la première langue parlée pour 21,4% des Canadiens en 2021. C'est près d'1 point de moins qu'en 2016, le poids du français baisse au Canada, dans tout le pays, au Québec aussi. Quelle est votre réaction à ces chiffres? Mais on le sait que le français est menacé au Canada. C'est pour ça qu'à votre question tantôt, vous m'avez posé pourquoi c'est important pour nous d'être ici, mais parce que c'est existentiel pour nous, la question de la protection et de la promotion du français. Et on veut utiliser toutes les tribunes, et certainement celle de la francophonie internationale, pour réaffirmer notre engagement à sa protection. De mon côté, là où je suis particulièrement contente, c'est que finalement, on a cette déclaration sur la protection et la promotion du français. Une première pour la francophonie. Et pensez, ça fait des décennies que la francophonie existe. Et finalement, on réaffirme l'importance de la langue française. Alors, on peut qu'y souscrire et être très heureux de cette situation-là du côté de la francophonie.
comment vous expliquez que le poids du français est baissé au Canada au cours des dernières années? Je ne m'aventurerai pas dans les raisons, mais une chose est claire, c'est qu'on doit s'assurer d'investir dans l'immigration francophone. On s'est engagé à maintenir cette cible de 4 de notre immigration qui soit francophone. Pendant trop longtemps, on ne l'a pas atteint, cette cible-là. C'est un problème. Alors, on en a fait vraiment une priorité depuis notre dernier plan d'action sur les langues officielles. Et je crois que cette année, nous sommes en voie de pouvoir atteindre finalement cette cible. Mon collègue, le ministre de l'Immigration, il travaille très fort et je suis très fière de pouvoir l'appuyer dans cette démarche. Même s'il est de plus en plus difficile pour des étudiants francophones d'obtenir des visas pour aller au Canada? Je sais que mon collègue, le ministre de l'Immigration, travaille très fort sur cette question-là également, mais sachez que c'est une priorité pour notre gouvernement parce qu'on veut, en effet, attirer les meilleurs talents. On pense que le Canada est vraiment un attrait au niveau certainement collégial et universitaire. On a plusieurs étudiants qui viennent au Canada étudier, certainement dans nos universités francophones, et on veut accélérer non seulement le traitement, mais leur arrivée. Et on veut aussi qu'ils restent au pays et qu'ils fondent une famille, qu'ils travaillent et que, essentiellement, on se retrouve à avoir des Canadiens qui vont pouvoir continuer à contribuer à notre pays. Vous retrouvez ici, à Djerba, Mélanie Joly, quelques dirigeants d'Haïti, qui, comme le Canada, est membre de plein droit de l'OIF. Son ministre des Affaires étrangères, le ministre haïtien, est ici à Djerba. Allez-vous le rencontrer, alors que la situation sécuritaire, économique, politique sur l'île ne cesse de se dégrader? Et on connaît aussi les liens qui unissent le Canada et Haïti, une forte communauté haïtienne au Canada. Oui, tout à fait. Pour nous, Haïti est une priorité. Et on sait qu'Haïti fait face à une crise, à 3 crises au même moment. La crise de sécurité, parce que les gangs monopolisent complètement le pays et sèment la terreur. Deuxièmement, une crise humanitaire. Le choléra fauche la vie d'hommes, de femmes et d'enfants à tous les jours présentement. Donc, l'épidémie a recommencé. Et finalement, une crise politique, parce que le gouvernement d'Ariel Henry n'a pas soumis la suite même de ce que sera un processus de transition démocratique. Donc, face à cela, le Canada a la main tendue vers Haïti, vers le peuple haïtien, et on va toujours soutenir des solutions par et pour les Haïtiens. En même temps, le Canada a décidé de mettre en place une nouvelle approche qui n'a jamais été testée par le passé, mais qui est importante, c'est-à-dire que tous ceux et celles qui profitent des gangs vont être sanctionnés. Donc, on a annoncé des sanctions la semaine passée et j'ai le plaisir de vous dire que nous allons sanctionner aujourd'hui 3 nouvelles personnes qui contribuent à l'instabilité d'Haïti. Qui sont ces nouvelles personnes? Je pourrais vous donner, bien entendu, les détails, mais certainement aussi le sénateur Célestin. Par le passé, nous avons aussi fait en sorte de sanctionner 2 autres sénateurs. Ces sénateurs dont vous parlez, vous les sanctionnez pour quelles raisons? Parce qu'ils font partie de ce processus associé à la corruption et au financement des gangs qui terrorisent l'île présentement, mais en fait le pays. Je reviens aux sanctions que vous avez déjà prises contre 2 personnalités politiques. Ça remonte au début du mois. Le président du Sénat haïtien, son prédécesseur, et pour donner des éléments de contexte, 2 hommes qui auraient utilisé leur statut pour protéger et permettre les activités de gangs criminels armés. Ce sont les raisons que votre ministère a avancées. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Ouais. Mercredi dernier, il y a eu un échange tendu entre Justin Trudeau et Xi Jinping. Le président chinois lui a reproché d'avoir divulgué des informations échangées lors d'un entretien bilatéral organisé en marge du G20. Que répondez-vous au chef de l'État chinois qui s'est adressé de cette manière au Premier ministre canadien? Mais notre position sur la Chine, elle est claire. J'ai fait un discours important il y a environ 2 semaines où, essentiellement, on fait état du fait que la Chine est une puissance qui se déstabilise l'ordre mondial. Et de plus en plus, les actions de la Chine ne sont pas nécessairement ne sont pas directement conformes avec les intérêts du Canada. Et donc, dans les circonstances, nous allons contester et compétitionner dans
sur différents enjeux et nous allons coopérer sur d'autres, particulièrement lorsque vient la question des changements climatiques. Pour nous, c'est important de continuer notre coopération. D'ailleurs, le Canada va tenir une réunion importante de l'ONU, c'est-à-dire la COP15 sur la biodiversité, sous la présidence chinoise dans moins d'un mois. Donc, ça démontre notre volonté de pouvoir travailler dans des objectifs communs, particulièrement sur les changements climatiques, mais en même temps, ce n'est pas vrai que le Canada va accepter des actions qui vont à l'encontre des règles établies au niveau international et qui assurent la stabilité et la paix mondiale. La COP15 dont vous parlez aura lieu au mois de décembre à Montréal. Elle devait se tenir en Chine et elle a été décalée et délocalisée pour cause d'épidémie de Covid. Le Canada, et je reprends ce que vous disiez à propos de la déstabilisation, en tout cas c'est le mot que vous utilisez, le Canada accuse la Chine d'ingérence dans ces systèmes démocratiques et judiciaires. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous reprochez précisément à la Chine au Canada? Toute forme d'intervention étrangère au Canada n'est pas acceptable. Certainement pas dans notre démocratie et nous allons jamais l'accepter. Alors ça, c'est la position de notre gouvernement, c'est la position qu'on va tenir et qui, somme toute, est la seule position que nous pouvons avoir et je pense qu'elle est complètement non partisane. Donc, c'est notre approche. Dans quel état actuellement, et ce sera ma dernière question, dans quel état sont les relations entre le Canada et la Chine? Notre objectif, c'est de garder les canaux diplomatiques ouverts. Alors, nous allons y travailler. Et en même temps, la Chine sait maintenant quelle est la position du Canada. Elle est une position qui est, somme toute, unique. Et j'espère que d'autres pays européens, en particulier, pourront partager avec nous leur propre point de vue. Et certainement, nous travaillons au sein du G7 afin de partager ces différentes positions de nos différents pays. Juste encore une question sur le statut de la Chine. Vous dites que c'est un pays qui déstabilise le monde. C'est uniquement de ce point de vue que vous l'apercevez, la Chine, ou est-ce que c'est un pays qui contribue aussi au développement mondial, à la prospérité mondiale? C'est un pays, comme je l'ai dit, qui est une puissance mondiale qui déstabilise. Ce que j'ai dit au milieu des affaires, qui fait affaire en Chine, je leur ai dit, bien, il y a des enjeux géopolitiques clairs. Il y a des risques associés avec le fait de faire affaire en Chine. Donc, ils doivent travailler avec la Chine les yeux grands ouverts et ce sera à eux, bien entendu, de prendre leurs décisions d'affaires. Par ailleurs, lorsque vient la question de mitiger ces risques, le Canada sera là dans une stratégie de diversification du commerce international pour s'assurer que nous puissions avoir des liens commerciaux importants avec les pays de la région. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mélanie Merci. Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir.